Monsieur Boivin possède un baccalauréat et une maîtrise en géographie de l'Université de Montréal et travaille depuis plus de 25 ans en développement de systèmes géomatiques. Il est à l'emploi de la firme de Fujitsu Conseil Canada depuis 15 ans. En plus d'avoir participé à une centaine de projets en géomatique au cours de sa carrière, M. Boivin œuvre à titre d'architecte de la solution GoCité depuis une quinzaine d'années. Fait que je vous laisse la parole, M. Boivin. Merci, chers collègues. Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être aussi intéressant que Yves Baudouin ce matin. C'était très intéressant, Yves, ta présentation. Effectivement, ça fait quand même 15 ans que j'étais avec Fujitsu. J'étais à l'époque architecte de GeoCité, maintenant je suis plus le superviseur du projet. Et ça me fait plaisir de vous en parler aujourd'hui. C'est un peu à l'image du congrès de la GMQ, qui est un peu un retour vers le passé des 25 ans, là, comme le film Retour vers le futur. Là. On fait ça aussi avec GeoCité, les 20 ans de GeoCité. C'est juste une réflexion. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ça connaît un succès depuis 20 ans? Et je vais sortir ma boule de cristal pour vous dire vers quoi on s'en va. Donc ici, je vois qu'il y a des villes GeoCité, là. Soyez pas surpris, je vais sortir des affaires que vous savez peut-être pas. On va t'enregistrer, par exemple. Ouais, c'est ça. Une arme à deux tranchants. Donc, je vais présenter brièvement Fujitsu, qui on est. C'est l'ancien DMR, comme vous le savez. GeoCité, un petit peu, c'est quoi, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui le connaisse, la solution GeoCité. Comment ça fonctionne, l'aspect plus technologie de la solution. Et ensuite, comme je disais, un petit peu des prédictions vers le futur, vers quoi on devrait s'en aller. Et je vois ça un peu comme un dialogue avec vous. Vous vous posez sûrement un peu les mêmes questions que nous en tant que groupe. Qu'est-ce qu'on fait avec ArcGIS Online, par exemple, des trucs comme ça. Donc, Fujitsu, je ne vous le dirai pas en japonais, c'est Fujitsu. Donc, on est la troisième plus grande compagnie en technologie d'information au monde, la compagnie mondiale au Japon, basée au Japon. C'est quand même 160 000 employés. On est les troisièmes fournisseurs mondiaux dans le domaine. Dépendamment des années, des fois on est deuxième, des fois quatrième, ça dépend. Et au Canada, on est 2400 dans 10 bureaux. À l'intérieur du groupe Fujitsu qui fait les caisses enregistreuses, les serveurs et les aires climatisées, il y a un petit groupe qui s'appelle Géomatique et e-Société. On est 70 en personnes environ, c'est toujours variable un peu. Et on est, donc, anciennement on s'appelait DMR. Et ce groupe-là est assez unique dans la compagnie puisqu'on est les seuls qui faisons de la géomatique à travers Fujitsu, sauf un second groupe qui se retrouve au Japon, à la maison mère, qui font un produit qui s'appelle Spatial, que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est comme un nouveau produit. Et la particularité, du moins pour aujourd'hui, de notre groupe de géomatique, c'est qu'on est mandaté, nous, pour faire évoluer GeoCité comme tel, de le commercialiser, de le faire évoluer, donc de l'entretenir. Et on est partenaire d'affaires avec beaucoup de compagnies, mais entre autres avec Esri Canada pour les besoins de GeoCité. Notre offre de service, on est principalement des développeurs spécialisés dans le monde de la géomatique comme tel. Donc, on fait les plans d'affaires, l'architecture, le développement, le support informatique. Et nos clients, juste pour vous donner une idée, c'est ce que vous voyez à l'écran, dans le domaine municipal, les villes de GeoCité, mais également à Montréal, Laval, et ça varie selon les mandats, bien sûr. Les ressources naturelles, on a eu plusieurs mandats. Gestion du territoire. On est un petit peu spécialisé dans les élections, élections autant Québec, Canada, on a aussi BC Election de ce temps-là, qui est un de nos clients. Développement durable, tout ce qui est environnement. Et finalement, une autre sous-spécialité du groupe, tous les réseaux de transport. À Québec, à Montréal, Laval, à Longueuil, etc. Urgence santé. Donc, à 75 personnes, vous imaginez, on a fait quand même pas mal de mandats. On a fait un peu d'international aussi, là, mais... Donc, ça, c'était mon introduction. GeoCité, c'est quoi? C'est simplement un système qui est basé sur les solutions d'Esri. Et on peut le comprendre très facilement en disant que ça l'intègre donc Esri. C'est un modèle de données qui est commun à tous les partenaires. On en a 18 maintenant, comme vous allez le voir. On a un modèle, un modèle de données, oui. On a des modules ArcGIS, donc dans ArcMap, on a plusieurs modules qui viennent s'insérer pour aider à l'édition principalement des données. Et on a une série d'applications web, dont une principalement qui s'appelle GeoCité Web. GeoCité est un peu spécial dans le sens qu'on ça repose sur le partage de trois choses, de l'expertise à l'intérieur du groupe, du modèle de données et le partage des coûts. Ça, c'est assez intéressant normalement pour les gestionnaires.
Le modèle d'affaires de GeoCité, c'est développé par les villes et pour les villes. À la longue, c'est devenu le slogan non officiel du produit depuis 20 ans. Mais au début, c'était un peu comme une boutade, si vous voulez. Et la propriété est exclusivement municipale. Donc, Fujitsu, nous, on est mandaté pour un contrat de 3 ou 5 ans, tout dépendamment, pour faire l'entretien, mais ça ne nous appartient pas. Donc, les villes qui ont payé à sa mise en place demeurent les propriétaires en tout temps. Et la philosophie de partage est très importante dans le groupe. On met en commun notre expertise à travers les 18 partenaires. Nous, on assiste bien sûr à ça. On partage les coûts et c'est au prorata de la population. Donc, une ville qui a moins d'habitants va payer moins pour la même solution qu'une ville qui a beaucoup plus de population. Le modèle de base de données est commun, il est très complet. On a 350 ou 360 couches d'informations. On a 6000 attributs, je dirais, hors de grandeur. Vous voyez un peu. Et ce modèle-là évolue depuis 20 ans maintenant, aujourd'hui. Et donc, ça facilite quand on veut faire des nouveaux développements. On sait exactement, la ville X va avoir le même modèle que l'autre ville à côté. Donc, pour nous, on n'a pas à se poser la question. Et finalement, GeoCité, c'est composé de 2 comités assez dynamiques. On se réunit plusieurs fois par année. Comité technique, on débat des solutions, des problèmes technologiques plutôt. Et le comité directeur qui va entérimer et qui va aussi, voir au bon fonctionnement, disons, plus administratif de la solution. Donc, les partenaires, on en a 18 aujourd'hui. Oui, c'est une carte ArcGIS Online que vous voyez, capture d'écran. Et donc, on a quand même 14 municipalités et 4 MRC. Ça s'est fait tranquillement à travers le temps, comme vous allez voir. Puis on est quand même fiers de dire qu'on en a 18 aujourd'hui. Au début, il y avait seulement 2 villes. Les 18, c'est la liste que vous voyez là. Ça a commencé avec les 2 villes, Longueuil et Sherbrooke, dans les années 95 ou 96, là, je ne suis plus sûr, là, mais c'est dans ces eaux-là. Et pendant 10 ans, ces 2 villes-là, ils ont fait mûrir leurs produits, ils ont travaillé beaucoup sur le modèle de données. Vous allez voir par la suite quelle technologie ils utilisaient à l'époque. Et par la suite, les villes se sont rajoutées tranquillement à travers le temps. Et en 2011, on a eu la première MRC qui faisait partie du groupe. On en a 4 maintenant, aujourd'hui. On peut dire, on est fiers aussi de dire ça, qu'on a 1,4 million de populations desservies par GeoCité. Ça sonne bien. C'est ça aussi la réalité. Donc, à travers le temps, si vous voyez, il y a une constante assez croissante. On peut dire environ une ville se rajoute par année et c'est le souhait des villes d'aller à ce rythme-là. Il n'y a pas raison d'aller plus rapidement. C'est pas un concours, c'est vraiment, si on embarque un partenaire, on veut qu'il fasse partie de l'équipe, qu'il soit partenaire. Donc, il n'y a pas nécessairement de pression immense à véhiculer GeoCité dans ce sens-là. Les technologies, donc ça c'était mon introduction. Les technologies qu'on utilise, et c'est là le point que je veux parler avec vous aujourd'hui, j'ai fait un peu une réflexion là-dessus. La première version de GeoCité, on l'a baptisée GeoCité 1, elle est apparue en 1995, et c'est la technologie que vous voyez ici, les technos. Au début, il y avait Oracle et Informix, les 2 seules bases de données, parce qu'il y avait 2 villes. N'oubliez pas, c'est Longueuil et Sherbrooke, donc il y avait 2 possibilités. On utilisait ArcStorm, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé ça? C'est l'ancêtre d'ArcSDE, finalement. On avait ArcInfo, le vrai, le bon vieux ArcInfo 7 en AML. Et on avait ArcView 3 avec son langage Avenue orienté objet, que vous vous rappelez peut-être. Et ArcIMS, qui est l'ancêtre de ArcGIS Server, la partie web. Et ça a duré quand même 10 ans. Et il y a eu pas mal d'efforts au début de programmation. Il y a beaucoup de code fait autour de ça, en AML principalement, pour pouvoir supporter ce qu'à l'époque on appelait les transactions longues, donc pouvoir mettre des verrous sur les enregistrements de certains attributs. Les attributs étaient séparés de la géométrie à cette époque-là. Donc c'est quand même une gymnastique assez importante. Et le constat, c'est qu'au fil des ans, on s'est rendu compte que c'était difficile de migrer le code parce qu'il y en avait beaucoup. C'était juste une entreprise très grande. Donc, en 2005, 10 ans plus tard, ça tombe bien, c'est un chiffron, le groupe s'est réuni et a décidé de faire une nouvelle version. Et sans vous parler de détails administratifs, au point de vue technologique, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vous allez voir que les technos ont pas mal changé, sauf Oracle qui est resté le même. La base de données informée qui a été abandonnée. Par la suite, ArcStorm n'était plus d'actualité, c'est devenu ArcSDE. ArcInfo et ArcView sont devenus ArcGIS Desktop.
la programmation en .NET. Et finalement, ArcIMS a été remplacé par ArcGIS Server. Pour ceux d'entre vous qui ont eu à faire des migrations à cette époque-là, on parle des années 2000, vous avez probablement passé à peu près des mêmes technos à ce que nous, on avait fait. Et la partie droite, vous voyez qu'après que ce morceau-là a été traduit en 2005, on s'est attaqué plutôt à... Le besoin est plutôt devenu à faire des modules complémentaires à l'application. Donc, on a eu GeoCité Cadastre pour pouvoir lire les opérations cadastrales. Et ensuite, on a eu GeoCité Web qui existe encore aujourd'hui. C'est l'application intranet web pour les employés municipaux. Et finalement, récemment, si on peut dire, dans les dernières années, c'est GeoCité Cadastre Matrice pour être conforme à la norme du MAMO, la norme 2B. Donc, si on regarde un peu, oui, c'est assez visible, là, parce que de mon écran, je ne vois pas. J'ai divisé un peu l'évolution d'Esri dans le temps en décennies, pour faire ça simple. Là. ArcInfo est apparu en 82 environ. Ensuite, ArcView, comme je te disais, c'est 94 environ, ArcIMS aussi. Et à la fin des années 90, il y a eu ArcGIS Desktop, vous voyez un petit peu la progression. Et autour de 2010, ArcGIS Online. Qu'est-ce qui arrive dans la prochaine décennie, ça, je ne sais pas. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on peut résumer ça de la façon suivante. Dans la première décennie, on parle de script plutôt, d'AML, tandis que la deuxième décennie, 90, plutôt des objets. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait du Avenue, c'est vraiment un langage orienté objet. On introduisait quelque chose tout le temps dans ce langage-là. Par la suite, c'est des services qu'on a introduits avec ArcGIS Serveur, et la notion client-serveur est apparue beaucoup plus omniprésente. Et finalement, récemment, les nuages, ou le cloud, si vous préférez, est apparu, et Esri a embarqué là-dedans. Si je superpose ça avec ce qu'on a fait dans GeoCité, vous allez voir que nos versions ont suivi à peu près les mêmes développements que Esri, bien sûr, puisqu'on est basé sur les technologies Esri. Donc, il n'y a pas de surprise là-dedans. Ensuite, ce que je veux vous dire, là, j'ai fait un petit parallèle, je pense que j'ai même une petite flèche, c'est ça. Vous allez voir que si on compare GeoCité 1, dans les années 95, utilisait beaucoup les technologies ArcInfo, donc il y a un décalage par rapport aux technologies Esri, ce qui est normal, puisque on n'est pas pour sortir notre produit en même temps que le produit sous-jacent. Il faut quand même voir ce que ça fait, puis développer notre propre application. Donc ça, c'est apparu. Pour GeoCité 2, je pense que j'ai encore des petites flèches, c'est le même principe, donc on a un certain décalage dans le temps qui est normal. On peut dire que 5 ans plus tard, GeoCité a décidé de passer, de migrer. J'imagine que vous avez fait la même chose aussi dans vos organismes. Et finalement, là, on arrive à ArcGIS Online, ben, le futur de GeoCité 3 devrait être ArcGIS Online et ArcGIS Pro. Si je suis la tendance, c'est ça qu'on voit. Il n'y a pas de date, ce n'est pas quelque chose qu'on a discuté de fond en comble dans le groupe pour l'instant. Et voici, là, ça m'a fait réfléchir un peu le scénario de migration que nous, on pourrait envisager, puis c'est un peu une question quasiment que j'ai pour vous, est-ce que vous voyez la même affaire? C'est qu'on se dit, le GeoCité actuel, c'est produit desktop, mais c'est ArcMap, c'est ArcGIS, ArcCatalogue. Dans le futur, on conçoit que ArcGIS Pro pourrait être vraiment, dans le futur proche, là, pourrait être envisagé. C'est encore une version qui est assez début, on est rendu à la version 1.1, je pense, aujourd'hui. Donc c'est encore assez nouveau, c'est incomplet. Est-ce qu'on est prêt à changer comme demain? Non. Mais est-ce qu'on le regarde? Oui. Parce que c'est quand même un produit qui est intéressant, qui est un peu l'équivalent, si vous voulez, l'évolution de ArcGIS Desktop. Au point de vue du stockage des données, ma deuxième ligne, ben là c'est plus la géodatabase entreprise. Pour nous, on considère qu'on devrait garder la même structure. Il n'y a pas de raison de changer ça. C'est une géodatabase multi-utilisateur qu'on utilise dans GeoCité avec les versions et tout ce qui s'ensuit. Et finalement, les services de diffusion, pour l'instant, on a des services web locaux. Donc, c'est ArcGIS Server avec toutes sortes de services, qu'ils soient sécurisés ou pas, qu'ils soient en cache ou pas. Les services que vous utilisez sûrement vous aussi. Et finalement, ce qu'on se dit, ben, l'idée, ça serait, on remplace ces services-là, la diffusion, par la partie en ligne, avec ArcGIS Online. Et c'est là que le bas blesse, tant qu'à moi. Là, si on fait ça, dans le fond, si je reviens, je vous dis, ma dernière étape, je pourrais à toute fin pratique éliminer ArcGIS Server dans mon entreprise et mettre plutôt ArcGIS Online. Le problème que je vois, là, je ne pas qu'il n'y ait personne désiré dans la salle, là, je ne sais
peut-être avoir des problèmes. Nous, on voit, OK, oui, il y a l'économie, supposons, pour les licences, les logiciels, pas les logiciels, mais les ordinateurs que j'ai besoin en dessous. Par contre, dans le groupe, et là c'est un peu moi qui se fais porte-parole aujourd'hui, il y a une réticence à mettre les données dans les nuages. Je ne sais pas de votre côté si c'est la même chose. Il y a un petit peu, disons, une froideur à faire ça, dans le sens que, ben, il y a un effort technologique, mais il y a aussi où vont les données. Je perds un peu le contrôle de mes données. Et la question peut même aller du point de vue légal. Est-ce que les données vont résider au Canada, par exemple, où ils vont être en Chine? Est-ce que c'est un problème pour une ville québécoise de faire ça ou pas? La question a été soulevée dans le groupe, on n'a pas la réponse à l'heure qu'il est, là, mais c'est le genre de question qui est ressortie au début. C'est une bonne idée de faire ça. Autre détail, mais technologique cette fois-là, ArcGIS Online ne supporte pas les annotations, du moins pour l'instant. Les annotations, c'est le texte vraiment dans les airs qui est positionné, comme vous le savez. Et pour une ville, pour le cadastre et la matrice graphique, c'est indispensable. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'annotation, pour nous, c'est comme un bloc assez important d'un point de vue technologique. Autre détail technique aussi, c'est, vous savez qu'il y a des templates dans ArcGIS Online qu'on peut utiliser, qu'on peut se faire notre propre application. Une fois que c'est fait, il y a un petit assistant, un wizard en anglais, on ne peut pas modifier les applications qui sont créées par la suite. Et Esri n'envisage pas de nous donner le droit de le faire. À quelque part, moi, en tant que programmeur, je les comprends parce que n'importe qui d'entre nous va commencer à mettre son propre code JavaScript dans l'ensemble là-bas, ça peut être du n'importe quoi, là. Et ça peut mettre en péril l'architecture d'ArcGIS Online. Fait qu'on comprend pourquoi ils ne font pas ça. Mais pour une ville, disons géocité, ne pas pouvoir aller modifier mon code, aller changer le logo en haut, des fois ça peut être des affaires anodines, des fois ça peut être, disons, une nouvelle méthode de recherche qui n'est pas prévue, ou ça peut être plus complexe, mais c'est quand même important. ArcGIS Pro, c'est 1.1, j'ai mis 0, je me suis fait corriger tantôt. C'est à sa première version, sa première année d'existence, ça a l'air un produit intéressant. C'est encore trop jeune pour nous pour aller se tremper là-dedans. À cette étape-ci, c'est plus regardons ce que ça fait, où ça s'en va, mais c'est encore trop nouveau. On n'est pas bleeding edge, comme on dit là, dans le groupe. On va prendre le temps quand même de bien regarder ce qui se passe. Et finalement, les licences nommées, je ne sais pas si vous avez eu à jouer avec ça sur ArcGIS Online. Pour vous connecter, vous pouvez consulter des cartes de façon anonyme, donc sans aucune licence. Mais si vous voulez éditer votre propre donnée ou la rendre accessible à votre organisme seulement, vous devez avoir des usagers qui appellent nommés, ou des name users en anglais. C'est chaque personne a son compte. Donc, J-20, par exemple, ça serait mon compte là-bas. Et cette licence-là n'est pas gratuite, vous devinez bien. Et d'après ce que j'ai compris, c'est, disons, si on en ajoute 50, ordre de grandeur, c'est 350 $ par personne. Donc, si j'extrapole un peu, là, je fais une caricature. Là. Supposons que ma ville, j'ai 1000 utilisateurs GeoCité Web actuellement, ou GMAP, parce qu'on a des villes qui ont GMAP. Et ce que ça veut dire, j'aurais besoin de 1000 licences, l'équivalent, pour pouvoir utiliser ArcGIS Online. Donc, c'est quand même 350 000 $, et ça, c'est pas mal plus cher que la solution qu'on a en place maintenant. Et là, ça, c'est moi qui parle. Je pense que le modèle d'affaires d'Esri à ce niveau-là devrait être ajusté, probablement qu'il y pense déjà, là, mais c'est ma vision des choses. Donc, j'ai un petit peu continué à réfléchir là-dessus. Tout ça, c'était fait hier soir. Là. C'est pas... genre. Donc, ça serait pas un scénario alternatif à ça, dans le fond, parce que là, je m'aperçois que j'ai quelques embûches technologiques, mais aussi monétaires, disons, pour rendre ça simple. Moi, je me dis, OK, supposons que mon desktop, je le fais évoluer à ArcGIS Pro, ça me semble possible dans le futur, pas trop loin. Géodatabase d'entreprise, je le garde chez nous, je vais avoir le contrôle de mes données dans ma géodatabase, dans ma base de données à moi. Et finalement, mes services web, je vais les garder aussi. Par contre, je pourrais rajouter dans l'équation le portail pour ArcGIS. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont eu la chance de jouer avec ça. C'est Portal for ArcGIS ou ArcGIS for Portal, je ne me souviens pas. C'est, dans le fond, c'est ArcGIS Online que vous installez chez vous. Quand vous avez une licence de ArcGIS Server, vous avez automatiquement Portal maintenant. Ça vient avec. Vous pouvez l'installer, c'est la même licence exactement. Donc, c'est le vrai ArcGIS Online identique, là, avec les mêmes menus un petit peu déroulants et déroutants. C'est un petit peu mélangeant comment ça fonctionne, c'est pareil vraiment.
Et ça permet de créer vos propres usagers. Puis là, vous dites, parfait, je suis en contrôle, il n'y a plus de problème. Les licences, je n'ai pas besoin. Ben non, ils ont pensé à tout. Vous devez avoir des licences nommées, pareil, pour la partie portail, même si c'est hébergé chez vous. Sauf qu'il y a quand même une différence fondamentale importante, c'est que si je suis à l'intérieur de mon organisme, j'ai peut-être pas besoin de 1000 licences nommées parce que je vais mettre, disons, le département d'urbanisme, je vais faire une caricature, je vais les mettre anonymes, eux vont pouvoir se connecter sans avoir de compte sur mon portail à moi, tandis que je vais donner peut-être à une 10, 20, 25 personnes dans mon organisme une licence nommée qui va permettre d'éditer, de pousser des données, d'aller éditer sur le portail, qui est mon ArcGIS Online. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Là, okay. Donc, si je reviens à un petit peu ce que j'avais dit précédemment, ArcGIS, le portail comme tel, ça permet pas nécessairement d'économiser sur les ressources informatiques parce que tout ça est installé chez nous, sur mes serveurs à moi. Par contre, j'élimine certains irritants. C'est ça qui peut être intéressant dans un premier temps. Je ne sais pas si vous les voyez encore, là, mais les données ne sont plus dans le nuage, sont rendues chez nous. Parfait, je reste en contrôle. Ça, pour les livres, comme je dis, ils sont frileux là-dessus. Le portail, par contre, ne supporte pas les annotations. Ça, c'est un détail technique qui est vraiment important. Le troisième, on peut maintenant modifier les applications, les espèces de templates, les wizards que vous voyez dans ArcGIS Online, vous les avez avec portail, c'est les mêmes. Donc, vous pouvez aller même changer ces applications-là de base. Ça peut être intéressant. ArcGIS Pro, ben, c'est la même remarque. Et finalement, le coût des licences nommées, ben, on a une façon de, pas contourner, là, mais d'alléger ce problème-là, dans le sens, comme j'ai dit, les utilisateurs anonymes. Ça en enlève beaucoup du besoin d'avoir des utilisateurs nommés comme tels. Donc, la migration éventuelle à ArcGIS Online serait facilitée, parce qu'une fois qu'on est passé d'un, c'est vraiment identique, on peut passer à l'autre. Il y a quand même une différence entre les deux dans le temps, c'est que ArcGIS, le portal comme tel, sort plusieurs mois après ArcGIS Online. ArcGIS Online se met à jour quelques fois par année, mais supposons la version, c'est pas laquelle ils sont rendus, 3, 4, 5 ou 6 mois plus tard, vous allez avoir accès à ça dans ArcGIS Portal. Il y a une petite quand même différence, mais en général, c'est pas quelque chose de majeur comme tel. En conclusion, je n'ai aucune idée combien de temps j'ai pris, là. Je suis correct, j'imagine, Sébastien. GeoCité, ça fait maintenant 20 ans que ça existe et c'est basé sur les technologies Esri depuis le début. Et la façon que nous, on regarde ça, qu'on lit ce qui s'en vient, il n'y a pas de raison de ne pas suivre les technologies Esri pour encore 20 ans, je vais dire, là, pour être un petit peu blagueur. Et par contre, la partie nuage nous apparaît, je dirais, prématurée dans le cas de villes, comme c'est le cas pour GeoCité. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas. Il y a plusieurs villes dans GeoCité qui l'utilisent à des fins de diffusion, mais une partie seulement des données, c'est un peu comme au compte-gouttes, selon des besoins très spécifiques, cadrés. Par exemple, la ville de Granby, ils ont mis en ligne sur le portail, sur ArcGIS Online, pardon, les parcs qu'il y a dans la ville de Granby, les parcs municipaux avec des belles photos, etc., pour les citoyens. Donc, il y a une façon aussi de l'utiliser dès aujourd'hui, mais de là à dire, on arrête ce qu'on fait avec notre techno actuel et on se revient online, comme les gens d'Esri aimeraient qu'on fasse, j'espère qu'il n'y en a pas dans ça. Nous, on n'est pas prêts à faire ça personnellement. C'est un peu ça. 2 minutes. Okay. Voilà, s'il y a des questions, allez-y. Oui. Est-ce qu'il y a un consensus qui doit être fait avec les 18 partenaires avant de dire ben, on fait le virage ou pas d'une technologie ou l'autre? Oui, effectivement. GeoCité ne décidera pas d'aller dans une direction sans que les villes la majorité soit d'accord avec ça. Donc, actuellement, on en discute dans le comité technique, on débat de la question, est-ce que c'est réaliste, est-ce qu'on peut le faire ou pas, est-ce que c'est une bonne idée? Et ensuite, le comité directeur va entérimer ou pas cette décision-là de dire, est-ce que pour l'avenir, disons, administratif ou monétaire, de l'évolution de l'échelle, est-ce que c'est bon ou pas? Donc, on a comme 2 niveaux, 2 paliers de décision à passer. Ça a l'air compliqué, mais dans le fond, c'est bien simple, on se réunit. Puis, la moitié des gens qui appartiennent à un comité sont dans l'autre aussi, là, fait que c'est pas aussi compliqué que ça. Là.
Vous avez parlé des problèmes du nuage par rapport à c'est hors juridiction, ça va en Chine et tout ça. C'est-tu parce que vous n'avez pas le contrôle auprès des SRI par rapport sur quel serveur ils placent leur nuage, ou ça ne serait pas possible de faire l'équivalent d'un nuage, mais québécois, sur des serveurs, mettons, qui sont au Québec, puis s'assurer avec SRI que ça serait fait de cette façon-là? Je ne sais pas si Esri peut garantir ça. S'il pouvait, je pense que ça serait, le frein ne serait plus là, ça ne serait plus un problème. Je pense que les villes, c'est vraiment une question légale. Est-ce que leurs données peuvent légalement résider dans un autre pays, ou même une autre province que le Québec, je pense même? Là. Non, pour des questions de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Là, mais si Esri pouvait le garantir, ça problème-là serait beaucoup moins présent.